Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne 2. Il est 15h local au Caire. Tout de suite, je vous présente le journal en langue française. On commence tout de suite avec les principaux titres. Le Congrès des présidents des conseils et parlements arabes souligne la nécessité de promouvoir la coexistence pacifique au sein des sociétés arabes. Le Hamas relâche 6 otages israéliens à Gaza pour un 7e échange contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de la trêve. Le soleil éclaire le visage de la statue du pharaon Ramsès II dans le sanctuaire de son grand temple. Et à la une de notre journal, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire en provenance de Riyad après avoir participé à une rencontre informelle autour de la question palestinienne. À Riyad, l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe ont discuté d'un plan alternatif au projet de Donald Trump de placer Gaza sous contrôle américain et de déplacer la population du territoire palestinien dévasté par la guerre. Les médias officiels saoudiens ont évoqué une rencontre fraternelle, informelle, qui a permis d'aborder les efforts conjoints pour la cause palestinienne et l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. La réunion s'est également penchée sur le plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza. Les travaux de la séance inaugurale du 7e congrès des présidents des conseils et parlements arabes ont débuté aujourd'hui au Caire avec la participation de délégations parlementaires de plusieurs pays arabes. Ce congrès vise à renforcer la coopération interparlementaire arabe et à discuter des défis communs auxquels la région est confrontée. Lors de la séance inaugurale, le président du Parlement arabe, Mohammed Ben Ahmed Al-Yamahi, a prononcé un discours soulignant l'importance de l'unification des efforts parlementaires pour soutenir les causes arabes communes, en particulier la cause palestinienne. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la coexistence pacifique au sein des sociétés arabes grâce à des législations qui favorisent la diversité et le respect mutuel. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a remis samedi à l'armée israélienne 3 otages libérés par le Hamas à Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Le Hamas a relâché samedi 5 otages israéliens à Gaza pour un 7e échange contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de la trêve après la confirmation de la mort de l'otage Seri Bibas. Le Hamas a confirmé qu'il a libéré comme prévu samedi 6 otages israéliens. Selon lui, les derniers captifs vivants devant rentrer en Israël d'ici le 1er mars, à l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le club des prisonniers palestiniens, l'ONG en charge du dossier, a annoncé qu'en échange, 602 détenus palestiniens ont été libérés, dont 50 condamnés à perpétuité. Depuis le début de la trêve, 22 otages israéliens, dont 3 décédés, ont été remis à Israël en échange de la libération de plus de 1100 prisonniers palestiniens. Au total, 33 otages, dont 8 morts, doivent être échangés contre 1900 Palestiniens détenus par Israël d'ici le 1er mars. Le mouvement Hamas a réaffirmé sa disponibilité à conclure un large échange basé sur un arrêt définitif de la guerre, de retrait de l'occupation israélienne, la construction de la bande de Gaza. Le Hamas a souligné que la garantie de la réussite des prochains échanges repose sur l'engagement de l'occupation à respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu dans la région et à mettre en œuvre le protocole humanitaire. Il a également souligné que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique et nécessite une pression sur l'occupation pour qu'elle applique le protocole humanitaire. L'armée de l'occupation
poursuit son agression contre la ville de Jénine et son camp pour le 33e jour consécutif, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, déplaçant plus de 3000 familles et détruisant leurs maisons et leurs biens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu vendredi dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, où il a ordonné à l'armée d'intensifier ses opérations militaires dans le nord du territoire, une visite condamnée par l'autorité palestinienne. Netanyahu s'est rendu dans le camp de Tulkarm au lendemain de l'explosion dans le centre d'Israël de bombes dans plusieurs bus qui n'ont fait aucun blessé. Cette opération sur plusieurs camps de réfugiés près des villes de Jénine, Tulkarm et Tubas a fait au moins 51 morts, parmi lesquels des enfants, et a déplacé au moins 40 000 personnes selon l'ONU. À Tulkarm, comme à Jénine, l'armée israélienne a démoli des dizaines de maisons à l'aide d'explosifs dégageant des routes entières à travers les camps densément peuplés. Des bulldozers blindés ont fait des ravages dans les camps de la région, coupant notamment l'approvisionnement en eau en brisant des canalisations. Le membre du Comité national d'action civile palestinien, Ratib Tisha, a déclaré que l'occupation israélienne vise, à travers ses opérations militaires en Cisjordanie, à la réoccuper et à saper le pouvoir de l'autorité palestinienne pour empêcher l'établissement d'un État palestinien et éliminer les camps de réfugiés. Al-Natche a également affirmé que le ministre israélien des Finances avait évoqué lors de sa campagne électorale son intention d'augmenter le nombre de colons à 1 million en Cisjordanie, d'expulser la moitié de ses habitants et de les déplacer afin de faciliter la prise de contrôle de la région. Et passons au dossier libanais, alors que le Hezbollah s'apprête à organiser dimanche à Beyrouth des funérailles imposantes pour son ancien chef assassiné Hassan Nasrallah après environ 5 mois de son assassinat dans un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Les funérailles de Hassan Nasrallah ont été retardées pour des raisons de sécurité. Celle de Hachem Safieddin, tué lui aussi dans une frappe israélienne en octobre après avoir été choisi pour lui succéder, auront lieu en même temps. Selon le Hezbollah, 79 pays seront représentés lors de cette cérémonie. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dimanche au Liban aux obsèques de Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre 2024 par une frappe israélienne en pleine guerre entre Israël et le mouvement chiite libanais. Le président américain Donald Trump a limogé hier le général Charles Brown de son poste du chef d'état-major de l'armée américaine. Donald Trump a choisi de nommer Dan Kane, un militaire issu de l'armée de l'air, dernièrement un des directeurs aux affaires militaires à la CIA. Après cette décision, son ministre de la Défense, Pete Hegseth, a annoncé à son tour écarter plusieurs autres hauts responsables des forces armées. En particulier, l'amiral Lislav Konchetti, première femme à diriger la marine américaine et à faire partie de l'état-major interarmé. J'aimerais remercier le général Charles Brown pour ses plus de 40 ans de service. C'est ce qu'a écrit Donald Trump en le qualifiant de dirigeant hors pair, mais sans expliciter les raisons qui l'ont conduit à le remplacer. À la fin de son premier mandat, Donald Trump avait nommé Charles Brown à la tête de l'armée de l'air en faisant le premier Afro-Américain à accéder à cette responsabilité. Le secrétaire d'État Marco Rubio a appelé hier les pays membres de l'ONU à approuver une nouvelle résolution simple et historique proposée par les États-Unis, stipulant de mettre une fin rapidement à la guerre en Ukraine. Dans son communiqué, M. Rubio a exhorté tous les États membres à soutenir cette résolution afin de tracer un chemin vers la paix.
Et dans le même contexte, le président américain Donald Trump a réitéré les reproches contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'accusant de n'avoir aucune carte en main dans de potentielles négociations pour mettre un terme au conflit avec la Russie. Le président Trump a même estimé que la présence de Zelensky au pourparlers n'était pas très importante. Le Conseil américain à la sécurité nationale, Mike Waltz, a par ailleurs affirmé vendredi que le président Zelensky accepterait à très court terme de signer un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. De retour en Égypte, qui a célébré aujourd'hui l'unique phénomène du soleil perpendiculaire au visage de la statue du roi Ramsès II au cœur du grand temple dans la ville d'Abou Simbel, environ 1300 km au sud du Caire. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le soleil était perpendiculaire à la statue du roi Ramsès II dans son grand temple de la ville touristique d'Abou Simbel au sud d'Assouan samedi matin. Ce phénomène et ce miracle astronomique étaient dus à la croyance des anciens Égyptiens en l'existence d'une relation entre le roi Ramsès II et le dieu Ra, le dieu du soleil. Au cours de ces 24 minutes, les rayons de soleil ont pénétré une distance de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre le sanctuaire du temple. Ceci marque le début du mois de Chameau, c'est-à-dire le début de la saison de la récolte pour les anciens Égyptiens. Le phénomène astronomique a été observé par le gouverneur d'Assouan, Dr Ismail Kamel, un certain nombre de responsables des ministères des Antiquités, du Tourisme et de la Culture, ainsi que des dirigeants exécutifs et populaires du gouvernorat. Les festivités accompagnant ce phénomène ont commencé samedi avec plusieurs représentations folkloriques. Les architectes égyptiens avaient situé l'axe du temple de telle façon que 2 fois par an, le 22 octobre et 22 février, les rayons de soleil pénètrent dans le sanctuaire et éclairent la sculpture sur le mur arrière, à l'exception de la statue de Ptah, le dieu rattaché avec le monde souterrain qui reste toujours dans l'obscurité. Le pharaon Ramsès II a érigé le temple afin que le sanctuaire intérieur soit illuminé 2 fois par an. Le jour de l'anniversaire de son accession au trône et le jour de sa naissance. Passons en rubrique de l'économie, le président Donald Trump a signé un mémo hier soir visant à freiner les investissements chinois dans des secteurs stratégiques américains, dont la technologie, les infrastructures critiques, via la Commission de contrôle des investissements étrangers. Ce mémo a pour objectif de promouvoir les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, en particulier contre les menaces posées par des adversaires étrangers tels que la Chine. Cette décision intervient à un moment de tension commerciale entre les 2 plus grandes économies du monde. Et sur notre page sportive, le très attendu derby du Caire entre Al-Ahli et Zamalek se déroulera ce soir au Stade international du Caire. Dans le cadre de la 15e journée de la première ligue égyptienne, ce match est particulièrement crucial. Al-Ahli occupe actuellement la 2e place du classement avec 32 points, tandis que Zamalek est 3e avec 27 points. Et enfin, chers téléspectateurs, on vous laisse avec l'échelle de température prévue demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.